Bonjour, bienvenue parmi nous au CRDI aujourd'hui. Notre conférencière sort de l'ordinaire pour nous. Je disais que notre conférencière aujourd'hui sort de l'ordinaire. Et c'est un privilège pour nous de l'accueillir. Pourquoi? Eh bien, la plupart de ceux qui prennent la parole au centre sont surtout des chercheurs. Mais elle, c'est une actrice. Elle fait ce que d'autres étudient. Et donc, pour le CRDI, c'est très bien, justement, que quelqu'un vienne rappeler l'importance de l'action sur le terrain. Elle a réussi merveilleusement dans le domaine du développement rural, domaine que nous avons beaucoup financé sur le plan des études. Et donc, c'est absolument extraordinaire pour nous d'entendre directement ce que quelqu'un comme elle, qui travaille dans le domaine du développement rural, va nous apprendre. Elle est médecin et elle a eu une carrière tout à fait brillante. Il y a 25 ans, elle a commencé cette carrière et elle a grimpé l'Himalaya, littéralement, pour travailler justement dans le domaine du développement humain. Elle est directrice de l'organisation Chinmaya de développement rural, qui en fait s'abrévie en CORD. Et elle travaille dans l'État du Himachal Pradesh, qui est l'État qui se trouve tout de suite en dessous de Dharamsala, où le Dalai Lama réside et où il a son quartier général, en quelque sorte. C'est une partie merveilleuse de l'Inde et c'est aussi une partie de l'Inde qui a énormément besoin de développement social et économique. Le docteur Matre a été reconnu en Inde par les autorités, avec des prix de grande valeur. En 2008, moi, j'ai eu le privilège d'être à la résidence officielle du président quand elle a reçu un prix. Un Canadien également, Joe Hulse, a reçu le même prix, un ancien collègue de l'IDRC. Et c'était un événement très émouvant parce que dans un pays aussi peuplé, très peu de gens sont élevés au rang de Pachmachri. Elle a été également nommée personne de l'année par un des principaux magazines d'Inde. Elle est très connue dans ce pays. Je l'ai rencontrée notamment dans le cadre d'une phase d'activité de CORD qui était financée par l'ACDI. Et je crois que d'après les évaluations, ça a été vraiment un succès. Et donc j'ai rencontré ces gens absolument extraordinaires qui font des choses fantastiques sur le terrain. Et maintenant, je suis au CRDI. J'estime que nous avons encore beaucoup à apprendre sur ce qui se passe sur le terrain, sur les défis auxquels se heurtent les gens, sur des défis qui ne cessent d'évoluer. Et nous sommes très honorés de vous accueillir ici, docteur. Et le docteur Matre va parler pendant environ 40 minutes, après quoi nous aurons 20 minutes de questions, puis nous passerons à une exposition dans la porte d'à côté qui va vous montrer à quel point l'approche d'entraide peut changer profondément la vie des gens. Alors, nous pensons effectivement que le voir, c'est le croire. Eh bien, vous le verrez et vous le croirez. C'est quelque chose d'assez inhabituel à Ottawa, de toute façon. Je suis heureuse de me trouver à Ottawa aujourd'hui. Merveilleuse journée. Habituellement, je viens ici l'hiver quand il fait froid. Alors, Monsieur Malone, Mesdames et Messieurs, au nom de CORD, je tiens à vous remercier, Monsieur Malone, et je veux également remercier le CRDI
de m'avoir invité. Monsieur Shivang, Monsieur Balbir Guleria m'accompagnent aujourd'hui pour l'exposition d'art Shivang dont on vous a parlé. C'est une occasion extraordinaire pour moi de m'adresser à vous, de vous parler du mouvement de l'entraide, mais à ces gens, vous, que je définis comme des ingénieurs sociaux. Alors, Shivang donc est membre du groupe d'entraide du district Kangra dans l'État de Pradesh, dans le nord de l'Inde. Les membres du groupe d'entraide de Shivang sont des gens qui ont des difficultés d'audition, qui sont pour certains sourds, ils viennent de familles pauvres. Cord leur donne la possibilité de s'exprimer par la peinture. Les jeunes donc ont peint des petites miniatures grâce à un groupe d'entraide qui a été microfinancé par une banque SHG pour produire des cartes de vœux qui décrivent justement ou qui représentent directement leur peinture. Cord n'est qu'un facilitateur. Le groupe actuellement compte 8 membres et Shivang et son groupe sont des exemples du mouvement d'entraide dont nous allons parler. Alors, je commencerai par vous parler du mouvement d'entraide, à commencer par quelques remarques, après quoi nous parlerons de son histoire et de sa situation actuelle. Pour cette partie de l'intervention, je me suis inspiré d'un grand nombre de publications d'ONG, de même que de publications de la Banque d'agriculture et de développement rural et d'autres rapports du gouvernement et de commissions. Le mouvement du microcrédit en Inde est le plus important du monde. L'ampleur de ce mouvement peut être illustrée par 2 citations. La banque rurale Apex coordonne le crédit, est un des principaux acteurs. Saviez-vous que plus de 400 personnes se joignent à ce mouvement en Inde à chaque heure? Et les ONG se joignent au programme de microfinancement tous les jours. Cela représente l'équivalent de 3,5 millions de femmes qui s'ajoutent à ce nombre année après année et 365 ONG également par an. Nous avons dépassé ces chiffres au cours du dernier exercice financier. L'une des principales raisons pour lesquelles l'Inde rurale est si pauvre, c'est que les gens n'ont pas vraiment accès au crédit et aux services financiers. Le mouvement d'entraide donne ce que l'on pourrait appeler un accès amical ou facile, plus exactement, aux services. Il y a 25 ans, il y avait un véritable fossé entre la demande du secteur rural sur ce plan-là. En 1968, les banques ont été nationalisées. Il était essentiellement question d'offrir le crédit rural aux plus grandes masses. Cependant, la présence physique des banques n'a pas été suffisante pour parvenir aux résultats n'a pas été atteint. Les modèles de prestation de services ne correspondaient pas aux besoins. Les besoins des animateurs et les systèmes de remplacement n'étaient pas bien connus et ils faisaient vraiment défaut. Le mouvement de microfinance a réussi à injecter les capitaux officiels et à les mettre à destination des pauvres par le truchement des groupes d'entraide. C'est un mouvement qui repose essentiellement autour des femmes. La majorité des membres de ce régime, de ce système, se réunissent par 20 et ils s'arrangent pour améliorer leurs conditions de vie. Il est question d'encourager les membres à économiser de petites sommes, petit à partir de leurs propres ressources,
et ils apprennent à tenir des comptes et des registres. Il est question de persuader les membres également de planifier pour l'apport de revenus supplémentaires. 6 à 12 mois après avoir été constitués en petits groupes, ils apprennent donc à gérer le crédit et on considère, une fois ce stade atteint, qu'ils sont mûrs pour avoir des prêts bancaires. Ces prêts sont offerts entre 9 et 11,5%. Et les groupes peuvent décider le taux d'intérêt qu'ils vont facturer, qu'ils vont imposer à leurs membres dans ce système de microbanques. Il n'est pas nécessaire de formaliser les transactions. Il y a un lien entre justement les groupes d'entraide et les banques ou les institutions de microfinance. Cela remonte au milieu des années 80 et plus tard, ça a fait l'objet d'une promotion très acharnée par NABARD. Les groupes d'entraide se portent garants au nom des membres et ils ont trouvé une façon très efficace d'apporter les services de microfinance, les services de dépôt, de prêts, etc. Pour l'instant, ça représente à peu près $2 000 canadiens par rapport à moins de $300 au début des années 1980. Au fin de cet exposé, je veux vous donner les données en monnaie de l'Inde. $1 canadien égale 66 roupies. Alors, 37% des 314 millions vivent sous le seuil de la pauvreté. Dans l'Inde rurale, il y a à peu près 350 millions d'habitants, c'est-à-dire 10 fois la population du Canada à peu près, vivent sous le seuil de la pauvreté. Ce sont des gens qui bénéficient du mouvement. Il faut ajouter à cela les gens des régions urbaines qui sont pauvres et les autres, ils sont plutôt de la classe moyenne. Vous voyez donc que le mouvement d'entraide est excessivement important. Je vais maintenant vous parler de l'évolution de ce groupe en 3 étapes. D'abord, avant 1987, de 1987 à 1992, c'est-à-dire la période de recherche sur les mesures prises, et le programme de lien bancaire avec le mouvement en 1992. Entre 1983 et 1985, plusieurs sociétés ont été lancées par des ONG. Mais cela n'a pas fonctionné à cause d'un manque de confiance et de leadership. Ça a été ventilé en plusieurs petits groupes et les membres devaient rembourser leurs prêts. Mirada s'est rendu compte que ces petits groupes avaient des membres qui avaient donc des visions à peu près semblables et qui voulaient vraiment assurer une continuité. En 1987 à 1992, ça a été une période de projet d'action recherche. NABARD a offert une bourse à Mirada. Ça a été suivi par d'autres bourses à d'autres ONG pour leur permettre d'identifier les groupes d'entraide, pour leur renforcer leur capacité au bout de quelques mois de faire correspondre leur niveau d'épargne avec un emprunt. En 1990, la Banque de réserve en Inde a accepté cette stratégie d'entraide comme un modèle de crédit. Cette acceptation par la banque a été une étape importante dans l'histoire du mouvement. Une des fonctions essentielles de la banque de réserve comme banque centrale inclut la réglementation du crédit et de la masse monétaire. NABARD a été lancé ou mis sur pied par le biais d'une loi en 1992 comme banque de développement Apex. Il fournit un refinancement aux institutions emprunteurs à un taux de 6,5% et réglemente les coopératives et les banques
régionales rurales. Suite à ce projet d'action, NABARD a lancé un projet pilote en 1992. Il a émis des lignes directrices par le biais de certaines banques pour le financement de certains groupes. C'était un projet de 2 ans. NABARD a refinancé les banques à un taux de 6,5%. Les groupes informels ont été reconnus comme des clients des banques en vertu de ce projet pilote. Entre 1994 et 1996, le RBI a constitué un groupe de travail pour étudier le lien entre les banques et les groupes. Le groupe a entériné des lignes directrices opérationnelles et en 1996, le RBI a rationalisé la procédure de prestation. Ça a permis au groupe d'ouvrir des comptes d'épargne selon les ententes assez simples. Malgré ce progrès modeste, le groupe de travail a compris que le modèle d'établissement des liens était une approche efficace pour offrir un crédit aux pauvres ruraux. Entre 1992 et 1999, le progrès a été assez long et seulement 33 000 groupes ont reçu un crédit. Entre 2001 et 2002, le nombre de groupes d'entraide financés était de 198 000, qui était une croissance de 6 fois en 2 ans. Le gouvernement de l'Inde a inclus cette stratégie dans son plan annuel pour 2000-2001. Au mois de mars 2006, plutôt, le mouvement avait effectué un progrès et le nombre total de groupes liés était de 2,24 millions. 33 millions de familles avaient été aidées. Les emprunts totaux s'élevaient à 2,24 milliards de dollars. 90% de ces groupes étaient des groupes féminins. On peut voir que l'amélioration entre 1992 et 1999 était assez lente. Pendant les 7 années suivantes, entre 1999 et 2006, il y avait une croissance phénoménale de liens entre les groupes d'entraide et les banques, à concurrence de 2,24 millions. Donc, il y a une augmentation de 68 fois pendant cette période de 7 ans. Plus récemment, le mouvement s'est vraiment installé et au mois de mars 2010, on a atteint un chiffre de 6,95 millions. 97 millions de familles ont été prises en charge. Les emprunts cumulatifs s'élevaient à 11,7 milliards de dollars canadiens. 80% des groupes étaient des groupes exclusivement féminins. Il y a 3 modèles distincts qui ont pignon sur rue maintenant. Les groupes qui sont financés directement par les banques, les groupes dont les ONG font la promotion et qui sont financés par les banques également. Ça, c'est le deuxième modèle. Et le troisième modèle qui émerge comme étant un modèle assez important maintenant, d'ailleurs, c'est le modèle selon lequel les banques financent les institutions de financement, de microfinancement plutôt, qui en contrepartie offrent des emprunts aux groupes d'entraide. Le mouvement de groupes d'entraide inclut les groupes formés par un programme qui s'intitule le Savanjayatigram Swayayagal Yoyani. Et ça offre donc un financement par le biais des banques à ceux qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté. Ça vise à créer des emplois. Ce programme a pris de l'expansion des 6,95 millions de groupes aidés aujourd'hui. 1,69 million sont ce genre de groupes.
Les groupes d'entraide ont été engloutis dans les organismes plus importants. Entre 15 et 50 groupes d'entraide doivent se réunir dans les villages. Plusieurs de ces villages se réunissent pour créer une fédération de groupes d'entraide. Certaines fédérations sont des groupes formels. Alors, si ce modèle a accusé un certain succès, ça continue à dépendre de la création d'un réseau bancaire complet. Aux années 90, on a introduit le principe d'intermédiation financière par les institutions de microfinancement. Et ça inclut également les institutions qui fonctionnent dans selon le modèle de banque Graham-Eman. Et on offre des financements à des petits emprunteurs. Le modèle de lien devient de plus en plus important. Au mois de mars 2010, les emprunts bancaires qui avaient été émis en vertu de ce programme s'élevaient à 3,14 milliards de dollars. En 2 ans, le programme MFI a doublé de 18 à 36%. Je vais conclure la première partie de mon discours en vous disant que le mouvement d'entraide a accusé un certain progrès au cours des années, mais son impact sur la réduction de la pauvreté n'est pas encore limpide ou clair. Une étude qui a été menée en 2000 a démontré qu'il y avait une augmentation de 18% pour ce qui est du taux d'emploi et la réduction du pourcentage des seuils qui se trouvaient au-dessous du seuil de pauvreté. Cet échantillon était assez petit et c'était axé sur l'expérience de 560 membres dans plusieurs États indiens. C'est un échantillon assez petit. Et le mouvement maintenant compte plus de 100 millions de personnes. Donc il va falloir étudier l'impact de ce programme. Maintenant, j'aimerais passer à vous parler de l'expérience de CORD. Premièrement, j'aimerais vous parler des groupes CORD avant leur implication dans le programme de microfinancement en 1994. Je vais les appeler les groupes féminins. Et ensuite, je vais discuter notre expérience au sein de ce mouvement jusqu'en 1999, quand nous sommes devenus un centre de ressources pour NABARD. Et ensuite, je vais vous parler d'expérience suite à 1999. Ensuite, je vais vous parler des conclusions que découlent de notre association continue au sein de ce mouvement. Avant 1994, premièrement, depuis le milieu des années 80, CORD a formé des groupes de femmes composés de 20 à 60 femmes pour s'occuper holistiquement des facteurs négatifs ayant un impact sur leur vie. CORD a tenté de renforcer la capacité en tenant compte des coutumes locales pour permettre aux femmes de trouver des solutions réalistes à leurs problèmes. Individuellement, les pauvres ne peuvent pas surmonter le manque de puissance, de pouvoir, l'impuissance. Donc, ces groupes ne portaient pas le nom de groupes d'entraide. On leur a donné la possibilité, par le biais de CORD, de trouver des solutions à leurs problèmes. Ils ont payé entre 2 et 10 roupies comme frais d'adhésion à leur groupe. On pouvait dépenser ces argents pour aider d'autres personnes ou pouvait être utilisé dans le cadre d'une activité communautaire. L'intérêt commun de ces groupes était de la justice sociale, la discrimination axée sur le genre, la santé, la gestion de ressources naturelles et la mobilisation politique. Et de même que le réseautage auprès du gouvernement pour permettre aux programmes gouvernementaux de vraiment aider les pauvres. En 1994, NABARD s'est adressé à nous en nous demandant de participer à ce programme de lien entre les banques et les groupes d'entraide dans l'État de Himachal Pradesh.
À ces moments-là, CORD avait formé 130 groupes féminins dans 130 villages. CORD ne s'était pas encore joint au mouvement de microcrédit qui avait commencé dans le sud de l'Inde. Beaucoup de banques et leurs succursales dans le nord ne pensaient pas qu'elles devaient emprunter de l'argent aux pauvres. Le mouvement, donc, n'avait pas atteint le nord de l'Inde. NABARD savait que les banques dans les États du nord de l'Inde n'avaient pas été sensibilisées à l'emprunt aux pauvres et a demandé à CORD de devenir l'intermédiaire financier. NABARD prêtait à CORD un taux d'intérêt de 6,5% et CORD faisait des emprunts aux groupes féminins. J'ai dit, nous ne sommes pas une entreprise bancaire. Nous n'avons pas le savoir et personnellement, je n'étais pas pédiatre. Personnellement, j'étais pédiatre et j'avais une connaissance de base du secteur financier. Je dis qu'il fallait que les banques rurales empruntent de l'argent directement aux femmes pauvres. Nous avons demandé à NABARD par la suite de nous aider à développer un système pour établir un lien entre les pauvres et les banques directement. La réponse a été très positive. CORD a ajouté d'autres activités de microfinancement au sein des groupes féminins qui sont en train d'élaborer leur propre capacité de gestion et organisationnelle. CORD a bâti entre 2 et 4 groupes d'entraide au sein des groupes féminins qui existaient déjà. C'était difficile de constituer un système de comptabilité simple. On ne voulait pas mettre en œuvre des systèmes plus compliqués parce que les femmes n'auraient pas été capables de comprendre cela. Il s'agissait de des montants assez minimes. Nous avons eu un appui sans pair du personnel et de la direction régionale de NABARD. Nous avons élaboré un système qui pourrait bien fonctionner pour le groupe et qui nous permettait d'offrir toute l'information requise par un système financier. Un système a été élaboré pour tenir les livres conformes aux règles et aux règlements. Suite à la formation de ces groupes d'entraide, les membres épargnaient des petits montants, moins de 50 sous par mois. Ils mettaient en commun leur épargne et empruntaient de l'argent à des membres qui en avaient besoin. Les époux n'aimaient pas le système et disaient que le taux d'intérêt était trop élevé. On a dû leur expliquer que le groupe empruntait l'argent à ses propres membres, que chacun de ses membres, y compris l'emprunteur, était actionnaire. Nous avons dit que c'était leur propre petite microbanque qui offrait des emprunts aux membres. Ça a pris un certain temps avant que les femmes comprennent le processus. Entre 6 mois et 1 an après la formation du groupe d'entraide, les femmes du village avaient compris à gérer leurs propres finances et avaient donc accès au crédit qui était à 2 à 4 fois plus que leurs propres économies. Le groupe d'entraide a pu emprunter de l'argent à un taux d'intérêt à 9,5% et a fait des paiements, des paiements de remboursement à la banque et l'impact sur le capital des femmes était très positif. Maintenant, j'aimerais vous parler de la réaction des femmes face au taux d'intérêt à modifier. On a demandé de plus en plus, des emprunts de plus en plus importants. Nous avons constaté que le taux d'intérêt de 2% que le groupe a fait payer au départ n'a pas eu un impact négatif sur les femmes. On a constaté en fait que les taux d'intérêt beaucoup plus élevés avaient un impact très négatif. Donc on a réduit le taux d'intérêt de 24% par an à 12% par an. Donc, avoir accès à un crédit était une source de responsabilisation.
Beaucoup des femmes les plus pauvres ne voulaient pas se joindre au groupe parce qu'elles n'étaient pas en mesure d'épargner 50 sous par mois. Les femmes du village avaient été responsabilisées par le biais de ces groupes féminins. Il y avait certaines femmes qui étaient plus notées, qui invitaient les plus pauvres à les aider sur leur exploitation agricole et leur a demandé d'épargner ce qu'elles avaient gagné. Le groupe gagne sa force dans sa souplesse. Les femmes prennent les décisions relatives aux déboursés, à l'objet des prêts, et chaque femme prend des prêts pour ce qu'elle considère être leur priorité. En général, les prêts initiaux sont ce que les banquiers appellent des prêts à la consommation, et très souvent, ils sont inquiets et ils ne comprennent pas vraiment les réalités des femmes. Ce n'est que plus tard qu'ils y parviennent. Quoi qu'il en soit, des ONG comme nous voient les réalités puisque nous sommes au contact de ces femmes et nous considérons que les prêts à la consommation sont des investissements essentiels des familles pauvres pour l'achat de médicaments, de vêtements, de nourriture, d'éducation, d'accessoires pour la cuisine, de certaines obligations sociales et fonctions, la naissance, le mariage, etc. Ce qui est frappant, c'est que ce sont des petites choses qui font la différence, des petites différences dans le développement. À ce point, je me rappelle qu'une femme, nous avait dit qu'enfin, elle avait pu acheter une passoire pour le thé, quelque chose qu'elle n'avait pas qui lui manquait depuis 15 ans. Et son mari lui a dit « Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça avec un morceau de tissu ?» Quand on voit la réussite de ces groupes, la demande a augmenté dans les villages voisins. Les femmes ont commencé de plus en plus à adhérer à ce genre de mouvement. Et le taux de remboursement a atteint 100% en 1999. 555 groupes de ce genre avaient été formés en 1999. Et dans d'autres districts de l'Himachal Pradesh, il y avait presque trois fois plus de mouvements de ce genre qu'ailleurs. C'est intéressant de remarquer qu'en 1999, le gouvernement a lancé un régime spécial combinant les programmes d'anti-pauvreté par le biais du SGSY. Pour promouvoir ce régime, une grande partie des employés du gouvernement ont été affectés pour travailler ensemble au contact des banques et des ONG. Les groupes empruntaient en vertu de ce régime un montant auprès d'une banque jusqu'à un maximum de 27 000 $ canadiens. En 1999, CORD a été nommé ou retenu par NEBARB comme centre de ressources. Les membres des ONG, les employés du gouvernement et les femmes du mouvement basiste de 4 États du Nord, c'est-à-dire le Punjab, l'Himachal Pradesh, Jammu et le Cachemire et Haryana, ont adopté un manuel de formation élaboré par CORD pour favoriser l'apprentissage des femmes. NEBARB savait que sans sensibiliser les banquiers dans le nord de l'Inde, il serait impossible de faciliter le mouvement dans cette région. Donc, la première série de personnes formées envoyées à CORD étaient justement les premiers banquiers de la région, notamment le président et les cadres supérieurs de ces banques, dans le cadre du programme de sensibilisation de CORD. Et je crois que c'est avec beaucoup d'hésitation que ces gens-là ont dû parcourir des routes très difficiles pendant 12 heures de voyage jusqu'au pied de l'Himalaya. Cette expérience a permis de prêter aux plus pauvres des villages. Le système a été étendu à des groupes non enregistrés. Et histoire d'aggraver la chose, quand ils sont arrivés sur place où CORD était en place, ils se sont rendus compte que les modalités de vie sur place étaient particulièrement austères.
Notamment, ces messieurs laver leurs plats, leurs assiettes après chaque repas. Et ils avaient l'air tout à fait déconfits à leur arrivée. Alors nous avons indiqué aux banquiers que les personnes informées, c'était les femmes du village. Et que tout ce qu'ils allaient faire lors de la visite des villages, c'était de s'asseoir avec elles et d'avoir des conversations habituelles. Les femmes leur faisaient part de leurs activités et la façon dont elles administraient leur groupe, dont elles économisaient, dont elles tenaient leur registre, etc. Et ces messieurs n'ont pas été convaincus parce qu'ils avaient l'impression que les femmes étaient des femmes qui étaient timides, effacées, qui ne pouvaient pas interagir avec des étrangers. Quand les banquiers sont rentrés le soir, après leur visite au village, ils avaient complètement changé d'avis. Ils étaient emballés, ils étaient heureux. Et il fallait justement qu'ils voient de visu ce qui s'était passé pour arriver à croire que des femmes très simples pouvaient s'en sortir de façon indépendante grâce à des petits prêts de ce genre. Ils ont été surtout surpris de découvrir que les femmes remboursaient à 100% les prêts qui leur avaient été consentis avec des coûts de transaction minimes pour la banque. Ils étaient maintenant convaincus que cette association était un bon mécanisme pour permettre aux établissements d'aider les pauvres. Les femmes pauvres pouvaient obtenir des prêts pour ce qu'elles voulaient et les banques dans les régions rurales allaient faire ce qu'elles feraient, ce qu'il était possible de faire pour atteindre un niveau optimal. Les banquiers avaient également confirmé que les femmes, on pouvait leur faire confiance et en plus ils avaient constaté que des femmes très simples avaient pris toute une série d'initiatives pour régler leurs besoins à leur niveau et qu'elles étaient capables de gérer le microfinancement. Chaque cadre supérieur des banques a dit qu'il pourrait envoyer justement ses gestionnaires dans différents États pour être formés par CORD. Ils ont également compris que les mouvements étaient un catalyseur pour habiliter les pauvres, surtout les femmes. Même histoire s'est répétée avec des fonctionnaires. Finalement, voir, c'est croire. Alors maintenant, NEBARB bénéficie de l'appui, a réussi à former 32 000 fonctionnaires et bénéficiaires dans les 4 États du Nord pour promouvoir ce modèle d'association entre la banque et les groupes d'entraide. Plus de 30 000 membres ainsi ont eu une formation sur le terrain. Les groupes d'entraide ont économisé 1,4 million de dollars et déboursé 5,4 millions en prêts. Permettez-moi d'illustrer ce qui s'est passé du côté des groupes d'entraide, comment elles ont aidé les plus pauvres et comment l'entraide fonctionne. La première, c'est celle de Binta Devi, qui est devenue veuve en 2006 quand son mari est mort du sida. Elle a été ostracisée avec ses 2 enfants par sa famille et par la communauté. Elle a été expulsée de là où elle habitait pour se retrouver dans une petite pièce dont le toit fuyait. Elle a été agressée physiquement et verbalement. Elle a été obligée de retirer ses enfants de l'école. Sans argent, elle était retrouvée finalement littéralement affamée, elle et ses enfants. Elle avait perdu 34 kilos. Alors, le groupe de femmes et le groupe d'entraide se sont préoccupés de son sort. Ces 2 enfants ont été envoyés pour un test HIV. Heureusement, il est revenu négatif. CORD s'est organisé pour obtenir de la nourriture auprès d'une banque d'État. Les enfants qui avaient été retirés de l'école ont été remis à l'école. De plus, le groupe a réussi à obtenir une pension de veuve de 7 $ par mois du gouvernement pour cette femme, ce qui est très peu, mais qui signifiait beaucoup pour elle. Son groupe l'a incité à mettre en œuvre ses compétences de couturière.
Alors, elle est devenue experte en couture et elle a pu obtenir un petit prêt du groupe Nanted pour un petit projet. Elle a gagné un petit montant chaque mois. Elle a remboursé également. En 2009, elle réussit à vivre de sa micro-entreprise. Elle demandait de petits frais pour ses services. Et actuellement, elle est à la tête d'une micro-entreprise importante. Et aujourd'hui, elle gagne environ $100 par mois. Et elle pèse 42 kilos. D'un revenu de zéro à $100, c'est une réalisation énorme pour elle. Ça lui permet de vivre simplement avec ses enfants. Elle dit, quand mon mari était vivant, je ne me posais pas de questions. La première année, après sa mort, ça a été très dur, mais maintenant, je gagne ma vie et je peux envoyer mes 2 fils à l'école. Il y a des milliers de Bintas en Inde, mais il n'y a pas de situation uniforme, il n'y a pas de solution uniforme non plus. Pourtant, il est possible de les aider, d'aider ceux qui en ont le courage. Très souvent, au contact de ces femmes, nous apprenons qu'elles peuvent faire beaucoup. Il était très difficile de changer l'attitude des femmes pour qu'elles commencent à apprendre à lire et à écrire. Mais au moins, elles ont appris à écrire leur nom et à l'écrire également. Elles me demandaient, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, d'apprendre à écrire et à lire? Il a fallu les persuader, mais nous ne sommes pas arrivés au niveau désiré. Un jour, quand on a essayé de convaincre une femme d'un village d'apprendre à écrire et qu'elle ne réussissait pas, on lui a dit que si tu continues à utiliser ton pouce et que tu meurs, n'importe qui pourra signer à ta place en utilisant ton pouce. Et ça l'a impressionné au point que toutes les femmes ont commencé à apprendre à lire et écrire. Alors, ce qui est le plus emballant, c'est quand on voit le nombre de femmes qui se servent de téléphones cellulaires. Voilà l'histoire qui nous raconte à quel point le mouvement des femmes, ou du moins le microcrédit pour le mouvement des femmes est important. Entre 60 et 70% des gens vivent sous le seuil de la pauvreté. L'augmentation du nombre de groupes d'entraide va les aider. Un grand nombre d'entre elles prennent des prêts pour s'équiper en système d'approvisionnement en eau, etc. En conclusion, le mouvement a cru à une vitesse rapide au cours des dernières années. La raison de cette croissance, en particulier, c'est la poussée du groupe d'entraide, c'est le rôle d'accroissement de la capacité. Les ONG nationales, internationales, les organismes de développement, avec l'appui d'organismes d'État et d'organismes de financement, ont contribué à ce mouvement. Je vais maintenant vous parler des défis auxquels ce mouvement est confronté. Ça comprend donc une croissance inégale de par le pays. Beaucoup des États les pauvres dans le centre et dans le nord-est de l'Inde traînent derrière le reste du pays. Il y a des États qui réussissent, surtout dans le sud, qui disposent de beaucoup d'intervenants, y compris les institutions de microfinancement qui sont plutôt agressives. Ils ont contribué de façon importante au mouvement, mais on a constaté que certaines des institutions sont trop agressives et ne déploient pas beaucoup n'essaient pas de comprendre la capacité des emprunteurs. Il y a beaucoup d'environnements politiques qui rentrent en conflit les uns avec les autres. Les plus pauvres des pauvres ont souvent été laissés de côté. Il faudrait focaliser les efforts pour inclure les plus pauvres des pauvres, pour assurer une participation au sein du mouvement.
Il faut mettre un accent sur le perfectionnement des compétences. Il y a une pénurie de ressources humaines. La plupart des gens qualifiés ne veulent pas travailler dans les régions les plus pauvres du pays. Il faut faire plus pour encourager les gens à servir ces régions les plus pauvres de l'Inde. Une attitude négative parmi les banquiers voue les programmes à l'échec. La taille des emprunts pour les entrepreneurs est inadéquate. Certains de nos groupes et leurs membres évoluent rapidement et sont vraiment entrepreneurs. On a déjà établi un lien avec les banques, ont reçu un emprunt et ont remboursé la banque. J'ai appelé un des gestionnaires de NABARD. Je lui ai demandé pourquoi les banques refusaient d'offrir des emprunts adéquats. Il a dit, écoutez, pourquoi vous ne parlez pas au gestionnaire, au directeur de la banque? Il faut avoir un bon dossier sur lequel offrir un emprunt. Pourquoi on n'offre pas les microcrédits en fonction du bilan? Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Je me suis beaucoup amusé à vous parler de ce mouvement d'entraide très important en Inde. C'est un mouvement qui m'est cher, particulièrement parce que ça permet aux pauvres de mon pays de réaliser leur potentiel. Nous avons beaucoup de chemin à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. En dernier lieu, j'aimerais reconnaître les Canadiens. J'aimerais reconnaître le financement offert par le Canada à CORD. Nous avons reçu un financement de l'ACDI et de notre partenaire dans la région du nord de l'Inde. Sans cette aide, nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons pu faire maintenant. Well, Chama, thank you. Merci, Chama. Merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter ce qui suit avant de vous céder la parole. Il y a 2 microphones qui se trouvent dans les couloirs et j'aimerais vous demander de vous présenter, de donner votre nom et poser votre question à la docteure Maitré. Quand Helena Konamo, qui est parmi nous aujourd'hui, je pense qu'elle est là en quelque part, la voilà. Quand nous avons visité CORD à Sidbury pour la première fois en 2007, n'est-ce pas? Ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'était la diversité des activités. La présentation, l'énoncé a mis l'accent sur le financement. Le financement est crucial, bien entendu. Sans le financement, on ne peut pas faire grand-chose, n'est-ce pas? Mais ce qui m'a frappé à l'époque, lors de ma visite, c'était le nombre de groupes divers qui avaient été réunis au sein de cette organisation d'entraide. Il y avait des groupes composés de mères d'enfants handicapés, de femmes qui voulaient apprendre un métier, de jeunes qui étaient malentendants, qui apprenaient à peindre. Toutes sortes de groupes qui n'avaient rien en commun, a priori, avaient été réunis par cette institution. L'aspect financement est très important, mais la puissance organisationnelle offerte par un groupe d'entraide est également très importante et peut changer les vies fondamentalement. Et vous allez voir cela quand vous allez regarder l'exposition dans la salle à côté. Parce que sans cette organisation, il n'aurait jamais appris cette compétence, cet outil. C'était un jeune handicapé et on aurait pensé que ça ne valait pas la peine de le former. Aujourd'hui, il a 3 emplois, il a un revenu assez important et ça, grâce
au renforcement de ses capacités professionnelles. Je voulais juste ajouter cela à ce que vous avez dit, docteur. Alors, il y a des microphones qui se trouvent dans chaque couloir. N'hésitez pas à poser votre question. Donnez votre nom et posez votre question. Merci beaucoup, David Welsh, Université de l'Ottawa. J'ai bien aimé votre discours et j'ai été très touché par ce que vous avez dit. On entend beaucoup d'histoires négatives qui ressortent de l'Inde. Est-ce que vous pouvez étoffer ce qui suit? Vous avez dit que ça a été une réussite et là je parle de l'aspect financier. C'est intéressant parce que nous avons les autres aspects. Vous avez dit que ça a réussi parce qu'il y avait votre groupe de femmes qui était déjà présent et a servi de catalyseur au début du programme, oui, parce qu'on avait déjà ces groupes en place. Mais dans la plupart des autres États, il n'y a pas ce genre de groupe. Si on a un bon système de formation, ça fonctionne. Ça fonctionne partout. Le système de formation et d'habilitation doit être très clair. Des fois, quand on n'offre pas de formation, qu'on ne le réhabilite pas, alors ça, c'est une source de atteinte à l'habilitation. Ça aide quand il y a déjà un groupe en place, mais vous offrez la formation par le biais de votre groupe, vous vous rendez dans les États. Donc, ça habilite les femmes dans ces régions-là. Non, c'était juste l'histoire que je voulais vous raconter. Merci beaucoup. Others, please, sir. Alors, d'autres interventions. Messieurs, je suis Terry Tannant du Centre de maintien de la paix Pearson. Alors, pour ce qui est des gens qui travaillent sur le terrain, les gens qui travaillent dans un environnement difficile et qui essaie de permettre aux femmes d'avoir accès à des soins de santé, par exemple. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Si le système est en place depuis très longtemps, c'est difficile à faire évoluer les choses du jour au lendemain. Quand les femmes commencent à s'assurer un revenu, ces femmes ont une image tout à fait différente d'elles-mêmes et ça, ensuite, ça fait évoluer le système. L'habilitation des femmes, ça passe par cette évolution. On le voit partout en Inde. C'est triste de voir qu'il y a un domaine où on n'a pas pu faire grand-chose. C'est enraciné dans la psychologie indienne. Et là, je parle de la préférence masculine. Et des fois, à cause de ça, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment habilité. Il y a beaucoup plus d'enfants mâles que d'enfants femelles. Et ça continue. Il faut faire évoluer cette situation-là, justement. Oui, allez-y. Vous êtes une source d'inspiration pour moi, vous savez. J'aimerais poser la question suivante. Vous avez donné des exemples des femmes qui ont consenti les emprunts. Comment est-ce que ces femmes ont pu rembourser ces prêts? Ça, c'est la première question que j'aimerais vous poser. Vous avez donné certaines statistiques également. Est-ce que vous avez donné des statistiques sur le pourcentage de non-remboursement? Le taux de non-remboursement, c'est une bonne question. Merci beaucoup. Au tout début du mouvement d'entraide, les montants sont minimes. 100 roupies en moyenne, 2 $. Si on fait la conversion, ce n'est pas grand-chose, mais les besoins à ce moment-là sont essentiels. Donc, c'est trop. Ça serait stupide de demander plus, mais au fur et à mesure que le mouvement évolue, et si ces femmes ont comblé certains besoins, on passe à l'étape de génération de revenus. Ça leur permet donc de rembourser. Mais au tout début, ce n'est pas le cas. Alors,
40% des activités ne sont pas productrices, mais ça va, c'est acceptable parce que le montant est si petit que c'est facile à rembourser. Des fois, on parle de construire ou d'installer des toilettes. C'est un besoin essentiel. Ça, c'est permis et on permet à ces femmes de travailler pendant la récolte et ça permet à ces femmes de rembourser l'emprunt. Souvent, le microcrédit est perçu comme les Canadiens d'être l'équivalent des transactions bancaires, mais à ses tout débuts, c'est plutôt semblable à un investissement social. Ça devient plutôt synonyme d'investissement bancaire au fur et à mesure que le mouvement évolue. Vous voyez ce que je veux dire? Ma deuxième question maintenant, qui est inaudible pour l'interprète. Je serais curieuse de connaître le pourcentage d'emprunts non remboursés. Au tout début, il n'y avait pas beaucoup d'intervenants et intervenantes. Mais au fur et à mesure que nous avons pris de l'expansion, il y avait de plus en plus d'intervenants et intervenantes. 25% de ces emprunts passent par les services gouvernementaux. L'objectif ou le cible est très élevé. Alors, le taux de non-remboursement a été réduit dans certaines régions et s'élève maintenant à 75 à 80%. En général, généralement parlant, pour toute la population, c'est à 85%. Et là, c'est le taux de remboursement plutôt. Allez-y, madame, mademoiselle. Merci beaucoup. Je suis Dima Sab. Je suis étudiant d'été ici au centre. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez vécu une certaine réticence ou résistance de la part des hommes dans les collectivités? Qu'est-ce que vous avez fait pour contrer cela au niveau individuel, au niveau de la collectivité? Réponse: au début, les hommes riaient au nez des femmes. Et ils disaient, non, ces femmes sont folles, elles perdent leur temps, elles devraient peut-être s'atteler aux activités domestiques, ménagères. On a demandé donc aux hommes de se joindre au groupe, d'observer le groupe, parce qu'au fur et à mesure que ces hommes comprenaient et observaient, on a toujours dit aux femmes qu'il fallait partager, communiquer à leurs époux ce qui se passait, ce qu'elles faisaient. Il y avait un seul groupe qui a connu des problèmes, et ça à cause des époux alcooliques. Mais quand les femmes ont commencé à gagner de l'argent, alors ça a fait évoluer les relations avec leurs époux, avec les hommes du village. Allez-y. Bonjour, je suis Marie Isabel de Baird. Je suis étudiante d'été ici. Je suis à l'Université d'Ottawa également. Et récemment, j'ai fait une recherche sur la banque de la Crimée. J'aimerais demander si ces emprunts sont individuels ou collectifs pour la collectivité, parce qu'on a fait état du fait que les banquiers créaient un État policier ou une collectivité policière où les femmes se prenaient à d'autres femmes qui ne remboursaient pas leur crédit, leurs emprunts. Est-ce que vous avez constaté cela dans votre localité? Et ma deuxième question, pour ce qui est du système patriarcal, est-ce que vous avez constaté des situations où les hommes s'accaparaient du crédit pour eux-mêmes? Comment est-ce que les femmes arrivaient à rembourser le crédit? En Afrique, par exemple, les hommes dépensent l'argent, ou les femmes plutôt dépensaient l'argent, les profits au marché pour éviter que leur mari leur vole l'argent. Est-ce que vous avez constaté ça chez vous? Réponse.
si vous passez par le groupe d'entraide et si vous offrez un emprunt au groupe d'entraide, ça n'échoue jamais parce qu'il y a une pression sociale qui s'exerce au sein du groupe. Et cette pression sur les femmes est très, très importante. La plupart des crédits sont consentis par le biais de ces groupes. Nous avons maintenant les institutions de microfinancement. Donc, il y a plusieurs modèles qui s'offrent. Certaines de ces institutions offrent des emprunts directement aux femmes. Et ces institutions sont très agressives sur le plan du remboursement de ces emprunts. Parce que les individus, les personnes, les particuliers n'oseraient jamais à faire cela. Et vous avez posé une question sur les hommes qui volent l'argent de leurs femmes. Comme j'ai dit au tout début de mon énoncé, certains hommes ont pris un certain temps pour comprendre de quoi il s'agissait. Mais quand ils ont vu que ça apportait un certain revenu à la famille, et les hommes étaient très contents. Maintenant, les femmes achètent beaucoup de produits pour leurs hommes, leurs époux. Elles peuvent acheter un taxi, par exemple. Donc, les hommes et les femmes travaillent ensemble maintenant. Les femmes ont obtenu l'emprunt et assument la responsabilité et offrent cet argent à leurs époux. On offrait donc des services de counseling également à ces femmes. Merci beaucoup à vous, madame. Je m'appelle Florence Breck. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci pour cet exposé fantastique. Actuellement, je suis bénévole et j'offre une formation en finance de base et je m'intéresse aux immigrants plus particulièrement. Dans leur pays, ce sont les plus pauvres des pauvres et quand ils sont ici, enfin dans leur pays, c'est pas forcément les plus pauvres, mais ici oui. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte que les pauvres dans les régions urbaines, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe, comment vous les aidez? Et au Canada et en Amérique du Nord, vous savez que le microcrédit n'est pas très connu. Et en fait, moi, je voulais en lancer un, mais partout où j'en ai parlé, on m'a demandé où j'allais le faire, dans quel pays du Sud j'allais le faire. Alors, c'est quoi votre expérience? Excellente question que vous posez, Florence, effectivement, parce que quand vous allez avec du microcrédit dans les régions urbaines, c'est très difficile. Intervention inaudible, désolé, le micro est coupé. L'interprète ne peut interpréter. Dans les régions urbaines, dans les villes, c'est différent par rapport aux campagnes. Les gens migrent de façon différente. Il y a des gens qui peuvent diriger le groupe. Et donc, dans une ville, les garanties que vous devez aller chercher sont supérieures à cause de cela. Ça commence dans des régions, dans des secteurs où il n'y a presque pas de migrants. Vous voulez vous assurer que les gens ne vont pas se déplacer, ne vont pas quitter le secteur. On apprend les trucs des gens même, les règles qui sont appliquées, ce ne sont pas les mêmes que les vôtres. Alors, quand on apprend des gens, on comprend quelles peuvent être les règles qu'on va devoir leur imposer. Et à ce moment-là, on le fait. Il faut qu'ils respectent les règles. Il faut qu'ils respectent chaque règle et qu'ils s'engagent. Par exemple, s'ils remboursent en retard, on va mettre une amende. Et quelle amende ça va être? Si une personne ne vient pas à une réunion, à moins qu'elle ait une très bonne raison, quelle va être l'amende, etc. Et donc, pour des populations qui migrent, il faut commencer avec des petits prêts. Une fois que la confiance est établie, il n'y a pas de problème. C'est le début qui est important, qui est difficile. Merci beaucoup. Nous allons prendre une dernière question, s'il vous plaît.
Bonjour. Je m'appelle Newton Amata, Université d'Ottawa, où je fais ma maîtrise. J'ai deux toutes petites questions. J'espère avoir le temps de les poser. Pour enchaîner sur cette question du microcrédit en région urbaine, j'ai passé du temps en Inde et beaucoup de gens de ma famille là-bas participent à des comités. C'est très réglementé, c'est des prêts à haut risque. Alors, est-ce que le microcrédit a permis justement de dissoudre ces comités de prêt qui sont prédateurs? Oui, ben écoutez, l'entraide en soi, elle est très puissante. C'est ce que je vous ai dit. Je vais parler d'entraide en termes du microcrédit, mais ça peut aussi s'appliquer au niveau des femmes. Et ça a permis, par exemple, dans le cas de l'alcool, de guérir beaucoup de gens. Alors, les A, par exemple, il faut s'assurer qu'on établit la confiance. Et après, on va passer à une étape supérieure. Il y a beaucoup de... vous voulez savoir si ça permet de s'en prendre aux comités de quartier qui sont prédateurs? Eh bien, écoutez, au début, les prêteurs ne veulent pas que les gens s'organisent de leur côté. Mais maintenant, après 25 ans d'expérience, on se rend compte que les prêteurs ont réduit les taux d'intérêt. Donc, ça a eu une influence sur eux. La communauté qui ne savait pas utiliser son pouvoir, maintenant sait comment faire. Deuxième petite question. Au début, vous avez dit que certains de ces groupes d'entraide établissent des liens avec des banques. Est-ce qu'il y a eu un impact, pas uniquement financier? Oui, énorme. C'est comme une révolution. Le fait que les femmes ne sortaient jamais de chez elles pour établir des liens avec les différents ministères. On dépendait des femmes. Donc, au début, on peut organiser le processus et laisser se débrouiller après. Mais dans bien des régions, dans bien des secteurs, nous avons des gens des gouvernements locaux qui viennent, ils ont leur place réservée. Et il y a des femmes, il y a des hommes aussi qui peuvent il y a des places réservées pour les officiels et il y a des hommes qui peuvent rentrer, participer aux réunions comme ils le veulent. Et l'influence de ces groupes va au-delà du crédit, des microcrédits. Ça règle également des problèmes familiaux, par exemple en cas de décès, etc. Les gens sont véritablement habilités. Il y a des régions éloignées, tout à l'heure David en parlait, à Orissa, c'est assez difficile parce que le taux d'alphabétisation était faible. Donc il va falloir du temps pour que tout cela change. Mais là où les gens ont un bon taux d'alphabétisation, ça va. Alors, tout à l'heure, le docteur Maîtré disait le microcrédit, l'entraide, tout ce dont on a parlé, tout cela c'est important dans les régions rurales de l'Inde. C'est parce que malgré la pauvreté qui frappe ces régions-là, la qualité de la vie est supérieure à ce qu'elle peut être dans les régions urbaines les plus pauvres. Donc les gens il faut faire en sorte que les gens restent dans les régions rurales et gagnent leur vie là-bas. À ce moment-là, on va permettre d'améliorer la qualité de la vie en général. Et donc l'attrait de la ville, c'est l'argent, mais malheureusement, on va chercher de l'argent, on perd la qualité de la vie. Les régions rurales en Inde, qui dépendent de l'État, offrent une qualité de la vie qui est assez bonne. Alors voilà un autre angle de cette question très complexe, c'est-à-dire à quelle vitesse peut-on justement urbaniser les populations sans rentrer dans le mur. Alors il y a énormément de facettes à cela. Il y a tout un ensemble de questions que vous a présenté le docteur Maîtré et
Merci beaucoup. Grâce à la vidéoconférence, il y en a beaucoup qui ont pu suivre ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Et je vous invite maintenant tous à vous rendre dans la pièce d'à côté pour voir ce que Shivank et ses 7 ou 8 collègues ont fait dans le cadre de ce groupe d'entraide. On produit donc quelque chose qui a révolutionné leur vie et qui révolutionne la vie des gens en Inde.